Merci Jean-François. Ouais, on est de retour en studio à CHUN, entre autres, avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler encore une fois finance, comme on le fait à tous les mardis après-midi. Mon cher Pierre-Paul, bonjour. Bonjour, Denis. Pierre-Paul, on va parler de sujets fort intéressants aujourd'hui. On va parler de budget encore une fois. On en parle souvent régulièrement, le budget, mais c'est tellement important de se faire un bon budget, de savoir où on s'en va avec ses sous. Mais là, on va se parler d'une expression 40-20-20. C'est donc des pourcentages qu'on vient de vous donner. 80% de votre budget devrait être assigné à des endroits très précis. Et il y a des trucs pour ça. Parlons-en. D'abord, définissons ce que c'est le 40-20-20. On en a déjà parlé, mais peut-être le rappeler aux gens. Oui, absolument. 40-20-20, c'est une des méthodes les plus populaires. Moi, c'est ma méthode préférée que j'utilise, qui est la plus pertinente, je trouve, là, pour mes clients. 40%, c'est le maximum qu'on devrait allouer au logement. 20%, c'est le maximum qu'on devrait allouer à déplacement. Puis le troisième 20%, c'est la nourriture. Donc, quand on couvre ces trois gros postes budgétaires-là, ben on vient de couvrir la majeure partie de notre budget, évidemment, 80%, et c'est les grosses dépenses. Puis quand on inclut, là, juste pour les définir, là, le logement, on veut dire tout ce qui a trait au logement. Donc, on veut dire l'hypothèque, les taxes foncières, l'entretien, réparation, l'électricité, l'assurance du logement, Internet, les gens qui sont à loyer, le paiement du loyer, puis de tout ce qui n'est pas inclus dans le loyer. Donc, le logement, c'est quand même large, ça couvre tout ça, et il faut absolument que ça rentre dans 40% de notre net. Est-ce qu'on parle des rénovations également pour ceux qui ont des hypothèques? Oui, absolument. Entretien, réparation, rénovation est là-dedans. Donc, c'est sûr que si, exemple, on a des rénovations à faire, puis qu'on a un délai, on va faire ça en 3 à 5 ans, ben ce qu'il faut, c'est que il faut que notre pourcentage de dépenses pendant ces 3 à 5 ans-là, pour accumuler l'argent, ben il faut qu'il soit inférieur à 40% pour avoir d'espace pour accumuler l'argent pour faire ces rénovations-là. Donc, Quand on parle du 40%, là, c'est une moyenne annuelle, évidemment, mais ça l'inclut tout. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'accoter avec une hypothèque qui va nous coûter, on va dire, 37% de notre net, parce que là, ça veut dire qu'il ne reste plus de place pour toutes les autres choses que je viens de mentionner. Mon Dieu, non. Surtout si on rajoute les taxes scolaires à côté, puis tout ce qui vient, là, l'électricité, etc., là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un chiffre qu'il faut calculer, puis il faut se donner de la marge pour toutes les autres dépenses. Donc, ça, c'est le logement. La nourriture, évidemment, la petite bémol, c'est que ça comprend pas le restaurant, là, juste pour préciser. Donc, c'est vraiment les aliments, l'épicerie. Ouais, parce que le restaurant, je rentre ça dans le loisir. Donc, on met ça à part parce que ça coûte, tu sais, on paye le pourboire, on paye des taxes, choses qu'on ne paye pas quand on achète de la nourriture. Donc, il faut tenir compte que c'est pas un vrai prix si on paye de l'argent au resto. Ce qui ne veut pas dire de pas aller au resto, mais on va en reparler plus tard après de où on met ça dans le budget. L'autre 20% qui est le déplacement, ben ça, c'est tout ce qui touche la voiture, le taxi, le déplacement. Donc, paiement de voiture, assurance de la voiture, l'essence, l'entretien, la réparation, les changements d'huile, les immatriculations, permis de conduire, tout ça, c'est le déplacement. Fait que, tu sais, quand on vient de regarder ces trois gros postes-là, là, nourriture, logement, déplacement, c'est normal qu'on ait besoin de 80% pour arriver là-dedans. Et je veux faire un petit parallèle, quelque chose que j'ai jamais vraiment expliqué dans nos chroniques quand on parlait de budget. Tu sais, 40% de quoi, 20% de quoi? Ben, on parle du revenu net. OK? Donc, quand je parle du revenu net, quand on veut calculer notre pourcentage, puis qu'on se fait notre budget ou qu'on regarde nos dépenses, moi, ce que je regarde, c'est que je prends le revenu clair d'une personne par mois. Et on ajoute, on comprend tous les types de revenus, là. Donc, on rentre aussi là-dedans les allocations familiales, le crédit de solidarité, la TPS, toute forme de revenus clair. On met ça dans les revenus et je soustrais certaines dépenses qu'il faut payer, qu'on n'a pas le choix dans certaines circonstances. Exemple, quand on a des enfants, ben on a des frais de garde à payer. Ben ces frais de garde-là, moi je viens les soustraire du revenu, je les rentre pas ailleurs dans les dépenses parce que pour aller gagner notre revenu de salarié, exemple, ben c'est plate, mais il faut faire garder les enfants ou il faut qu'ils aillent à l'école. Fait que moi, là, tous les frais de garde, frais de scolarité, je les enlève, je les soustrais directement du revenu avant de calculer c'est quoi mon vrai revenu net. Donc ça permet d'avoir déjà ça de placé à quelque part là, dans le budget. Et aussi, ben tout ce qui est pension alimentaire.
quelqu'un qui paye une pension alimentaire, là, on la soustrait. C'est pas tout le monde qui la paye directement par sa paye directement par l'employeur. Il y en a qui vont la payer eux-mêmes. Mais il faut la soustraire à ce même endroit-là. Et je soustrais aussi les dépenses médicales parce que les dépenses médicales, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas le choix de payer normalement quand on a des frais mensuels de médicaments, peu importe c'est quoi. Donc, on a notre revenu net, l'ensemble de nos revenus. On enlève frais de garde, frais de scolarité, pension alimentaire, dépenses médicales. Et là, on a un nouveau net. Et c'est ce chiffre-là qu'on vient comparer avec nos différents types de dépenses pour savoir on est-tu dedans ou on n'est pas dedans. Et l'autre petit bémol que je veux amener aussi quand on parle de budget, c'est sûr que des gens qui vivent sous les seuils de pauvreté ou proches des minimums, c'est difficile de dire on va vivre avec 80% de nos revenus. Habituellement, ces gens-là vont dépasser un peu les pourcentages qu'on dit là parce que le revenu est pas assez élevé. Juste pour donner une idée aux gens, là, ce revenu-là, il est calculé par le surintendant des faillites, à savoir, mais par personne, on devrait gagner comment pour être au moins au seuil qu'on est capable de tout payer nos choses dans une vie normale. Ben, une personne, c'est à peu près 2700 clairs par mois. 2 personnes, donc un couple, 3300 pour être capable d'être au seuil minimum. Okay. 3 personnes, donc là, on rentre les enfants, là, 4100. 4 personnes, on est à peu près à 5000 qu'on a de besoin, puis 5 personnes, 5600. Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est qu'une famille, un couple avec 3 enfants, ça fait 5 personnes. Ben, si on gagne à peu près 5600 clairs le couple, ben, on est sur le bord du seuil minimum juste pour arriver. Donc, c'est normal qu'on ait de la difficulté avec les pourcentages que je viens de dire. Donc, ça, c'est juste une petite bémol pour se recadrer un peu là-dedans. Je vais juste ramener une autre parenthèse que je trouve importante. Si on compare les revenus d'aujourd'hui et les dépenses d'aujourd'hui à ceux de, là, par exemple, 10 ans, est-ce qu'on est encore dans les mêmes gabarits de dépenses par rapport aux revenus salaires? Il y a toutes sortes d'études qui sortent à différents moments parce qu'on regarde toujours l'inflation. Puis des fois, on va regarder l'inflation pour les éléments critiques, donc l'essence, le logement. L'inflation, c'est un tout, hein, fait que ça n'impacte pas tout le monde de la même façon. Mais qu'on regarde sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens ont beau dire, ben oui, mais là, le coût de la vie coûte plus cher, ça n'a pas d'allure. Malheureusement, c'est pas mal faux. Oui, il y a des variations, puis il y a des fluctuations temporaires. Ok, exemple, on a connu à un moment donné une hausse là en fou des prix des maisons. Ça s'est restabilisé. Ouais. Il y a des bulles comme ça. Fait que ça, on peut pas l'exclure, c'est vrai. Il y a des bulles pour la nourriture aussi, même principe. Puis les tarifs, ben ça peut créer des bulles aussi, on le sait là. Mais mettons qu'on oublie les bulles puis qu'on regarde les tendances, ben les revenus suivent quand même relativement les dépenses en termes d'augmentation des coûts. Les gens, est-ce qu'ils vivent moins bien aujourd'hui que v'là 20 ans? La réponse, c'est non. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont plus accessibles. On a des sociétés qui se développent de plus en plus. Fait que même, c'est juste que les gens se créent de plus en plus de besoins. Quand on regarde les éléments minimums que les gens ont besoin, même les gens qui sont proches des seuils minimums que j'ai dit tantôt, mais ces gens-là veulent quand même aller au resto. Puis ces gens-là veulent quand même aller faire un voyage aux 2-3 ans ou veulent quand même faire des choses autres que juste la vie de base, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est là que les gens d'aujourd'hui, on dirait qu'on a besoin de plus de distractions, on a besoin de plus de choses. Tu sais, on est capable personnellement, moi, j'ai pas le câble parce que je trouve que ça coûte ben trop cher pour ce que ça donne. Mais tu sais, c'est ce genre de choix-là, on peut le faire aujourd'hui, puis quand même avoir accès à regarder des séries, puis à regarder des films, puis par les différentes plateformes qui coûtent beaucoup moins cher. Fait il y a plein de façons intelligentes de baisser nos coûts. Les gens se sentent tous obligés d'avoir un téléphone intelligent. C'est le genre de création de besoins qui est pas nécessaire, mais que les gens font. Fait que quand on enlève ces désirs-là, qui sont de l'excédent, ben, on est capable d'arriver quand même bien, là. C'est juste que la plupart des gens ont du luxe, même s'ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir ce luxe-là. On appelle ça une société de consommation et on est en plein dedans en Amérique à l'heure actuelle. Les États-Unis, c'est encore pire que nous autres. C'est vraiment les éléments marketing, excusez l'expression anglaise, mais qui nous amènent à vouloir avoir tout. Puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin là-dedans. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Pierre-Paul. Il y a beaucoup de pression, puis c'est ça, l'idée, c'est de chacun des postes que j'ai dit, il y a des choses qu'on pense pas. Tu sais, pour le logement, là, ben évidemment que il y a toutes sortes de trucs. C'est que les gens ont tendance à déménager beaucoup, vouloir changer, vouloir du changement, mais tu sais, de conserver son logement, si on parle d'un loyer, le plus longtemps possible, ben ça permet
d'éviter des hausses parce que les hausses sont maximisées. Là. On peut pas faire ce qu'on veut avec le tribunal du logement, là, d'augmenter les loyers à une vitesse folle. Fait que on est capable d'avoir un loyer qui demeure abordable si on reste dedans longtemps, mais si on déménage souvent, on perd cet avantage-là. Ouais. C'est vrai aussi pour une maison. À chaque fois qu'on déménage, on a un paquet de frais, on a des taxes de bienvenue, on a un paquet de choses qui s'ajoutent. Fait que si on est plus stable dans notre logement, on vient de sauver beaucoup d'argent. On vient de sauver aussi des poursuites potentielles, hein, parce que des vices cachés, des vices apparents, il y en a tout le temps de ça. Là. Fait que des poursuites pour ça, moi j'en vois des tonnes. Fait que c'est certain que le fait de déménager plus souvent, ça fait qu'il y a plus de propriétaires dans la chaîne de titres, ça fait qu'il y a plus de risques que quelqu'un, quelque part, à tort ou à raison, chiale sur quelque chose et ça met tout le monde dans le trouble dans des procédures qui coûtent de l'argent. Donc, il y a un paquet de ces choses-là. Il y a le fait d'être capable d'assumer une fluctuation des taux. Hein. On le sait que les taux variables, en général, sur une durée de 20 ans, sont toujours plus avantageux que les taux fixes. Ben, la majorité des gens vont prendre les taux fixes parce qu'on est capable de bloquer notre risque, de gérer notre risque, puis de gérer notre flux de trésorerie, notre cash flow. Fait que les gens acceptent de payer une prime pour se geler dans le fixe, alors que le variable est plus avantageux, mais il faut être capable d'accepter les fluctuations. Donc, encore là, il y a des choses à faire pour le logement. Les gens pensent pas, mais la colocation, d'avoir d'héberger des gens ou de faire d'acheter une maison à plusieurs, c'est des choses qui sont pas nécessairement à la mode, mais c'est des choses que certaines personnes font. Et ça permet de sauver beaucoup de coûts. C'est une mentalité, c'est une mentalité européenne, ça, j'oserais dire, à quelque part aussi, là. Oui, on est influencé par la société, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on pense pas nécessairement à qu'est-ce qui est possible pour nous, on va penser à qu'est-ce que les autres font ou qu'est-ce que je veux idéalement. Ben oui, c'est le fun, on veut toute une maison tout seul puis pas de voisins, mais la réalité, c'est que ça coûte très cher d'avoir ce luxe-là et il faut le savoir que c'est un luxe, puis malheureusement, maintenant on vient habituer, puis on oublie que c'est un luxe. Au niveau du déplacement, tu sais, les voitures, j'en ai parlé quand même de temps en temps, mais privilégier le covoiturage, utiliser le transport en commun quand c'est possible. Quand on n'a pas le choix, on veut s'acheter une voiture, privilégier la voiture usagée plutôt que la neuve coûte beaucoup moins cher. Puis là, usagé, je parle pas nécessairement d'un auto à 35 000. Là, ça peut être, il y a des autos à 10 000, 8 000, 5 000, dépendamment de ce qu'on a besoin, de ce qu'on veut. Privilégier l'achat plutôt que la location, parce que l'achat, ça nous permet de garder une auto beaucoup plus longtemps et donc d'amortir son coût qu'on a payé pendant, exemple, 5 ans, mais de garder l'auto 12 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très faisables, mais il y a moins en moins de monde qui font ça. Le choix pour sauver en fonction du déplacement qu'on fait, est-ce qu'on a mieux vers l'électrique? Est-ce qu'on devrait utiliser l'hybride qui coûte un peu moins cher mais qui nous sauve quand même du gaz? Tous ces scénarios-là sont à analyser pour chaque personne. Le taxi, OK, c'est pas très commode, puis dans nos environnements, c'est pas super bien développé, faut attendre beaucoup des fois, fait que je comprends que les gens choisissent pas ça, mais ça coûte vraiment moins cher que d'avoir une auto à entretenir. Il reste y a plein de petits choix.